Connaissez-vous ce moment, ce silence particulier quand vous vous réveillez et que vous savez instinctivement que quelque chose ne va pas? Pas le silence paisible d'un dimanche matin, quand la maison est encore endormie et que l'odeur du café commence à peine à monter. Non, un silence lourd, un vide qui vous serre le cœur. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin-là, dans la maison où j'ai passé toute ma vie. Je m'appelle Marguerite et ce que je vais vous raconter, c'est comment mon propre fils a tenté de me voler mon passé, mon présent et mon avenir. Dites-moi dans les commentaires, quel âge avez-vous et de quelle région est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? J'aimerais savoir qui est là avec moi. La première chose que j'ai remarquée donc, c'était ce silence. Pas le calme habituel, non mais un vide profond, presque caverneux, qui semblait avoir avalé tous les bruits familiers de ma maison. La grande horloge comtoise dans l'entrée, un cadeau de mariage, de mon défunt mari Henri, avait cessé son balancement régulier. La maison semblait froide, comme si on l'avait déshabillée, même si tous les meubles étaient encore à leur place. C'était le genre de silence qui suit un grand orage, vous savez, cette immobilité troublante quand on sort prudemment pour constater les dégâts. Pour moi, cet orage avait un nom: Julien, mon fils unique. La veille encore, il s'était tenu ici, même dans ce salon, son visage si beau mais figé dans un masque de patience forcée. Il m'avait annoncé qu'il était temps pour moi d'aller en résidence. C'est pourtant bien, maman, m'avait-il dit de cette voix douce presque trop raisonnable qu'il prenait quand il voulait me convaincre de quelque chose. Tu n'es plus en sécurité ici toute seule. Il tenait une liasse de papier épais en tête officielle et mon esprit était si lourd, obscurci par le chagrin de la perte d'Henri et par le brouillard de ce que j'ai su plus tard être une surmédication, j'avais simplement accepté. Mais ce matin-là, en me réveillant avec l'esprit plus clair que je ne l'avais eu depuis des mois, j'ai su. J'ai su que quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. Je suis allée péniblement jusqu'à la cuisine. Sur la porte du réfrigérateur, un petit post-it jaune vif tranché avec les photos de famille un peu jaunies par le temps. L'écriture de Julien. Sois prête à 10 heures précises. Les déménageurs s'occupent de tout. Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une demande. C'était un ordre, ma maison, la maison de 40 ans de ma vie, l'endroit où Henri et moi avions élevé notre fils, célébré les anniversaires, fêté les Noëls, affronté les tempêtes de la vie. Elle était en train d'être démantelée sans mon accord. Et tandis que je restais là, la main posée sur le marbre froid, du plan de travail tremblante, une question terrifiante glaciale a commencé à se former dans mon esprit. Qu'est-ce que j'avais bien pu signer? Raconter cette partie de l'histoire, c'est encore difficile pour moi, même aujourd'hui, vous savez. Savoir qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui comprennent ce que l'on ressent, cela m'aide. Si vous pouviez prendre juste un petit moment pour cliquer sur le bouton «J'aime» sous cette vidéo, cela signifierait vraiment beaucoup pour une vieille femme qui vous ouvre son cœur. Cela me fait savoir que peut-être je ne suis pas si seule dans cette épreuve. Henri et moi, nous avions bâti cette maison de nos propres mains, sur un beau terrain que nous avions acheté pour une bouchée de pain juste à la sortie du village. Il était charpentier, mon Henri, un homme qui croyait aux fondations solides autant pour les maisons que pour les familles. Mesure 2 fois, coupe une fois, il disait toujours avec son crayon de bois derrière l'oreille. Une devise qu'il appliquait à tout dans la vie. Nous avions investi toutes nos économies, notre sueur, nos espoirs et nos rêves dans chaque planche, dans chaque clou. C'était bien plus qu'une simple maison. C'était notre héritage, la seule chose de vraie valeur que nous avions à transmettre. Julien, notre fils, n'a jamais vraiment compris cela. Julien, c'était un homme pressé, toujours à la poursuite du prochain gros coup, de l'argent facile, de ce qui brille. Il avait épousé une femme, Sophie, qui était encore plus ambitieuse que lui. Elle avait des goûts de luxe et une façon bien à elle de regarder notre maison. Pas comme un lieu de souvenirs, oh non, mais comme un bien immobilier, un actif sur un bilan comptable. Quand Henri est décédé d'une crise cardiaque foudroyante il y a 2 ans, mon monde entier s'est effondré. Le chagrin n'était pas juste une émotion, c'était un poids physique, un manteau de plomb qui m'écrasait jour et nuit, rendant les tâches les plus simples comme se faire un café absolument monumental. C'est à ce moment-là que Julien et Sophie ont commencé à venir plus souvent. Pas avec des petits plats réconfortants ou une épaule pour pleurer. Non, avec des inquiétudes. Ça, maman, es-tu sûre de manger correctement?
me demandait Sophie, ses yeux durs scannant ma cuisine à la recherche du moindre signe de négligence. Julien lui avait pris une autre tactique. Il me disait des choses comme « Mais si maman, on en a parlé mardi dernier, tu ne te souviens pas ?» Et il était si convaincant, si sûr de lui, que je commençais à croire que c'était moi qui perdais la tête. Est-ce que ma mémoire me joue vraiment des tours à ce point? Je restais éveillée la nuit dans cette grande maison vide à tout remettre en question. Mon médecin, un nouveau, un jeune que Julien m'avait trouvé après le départ à la retraite de mon vieux docteur de famille, semblait être tout à fait d'accord avec eux. Il m'a mise sous un nouveau traitement pour l'anxiété, disait-il. Des cachets qui me laissaient dans un état perpétuel de somnolence, de confusion, un brouillard cotonneux. C'est pendant que j'étais dans ce brouillard un après-midi que Julien m'a présenté les papiers. Il a appelé ça de la planification successorale. Un moyen, m'expliquait-il d'une voix patiente, de protéger la maison des impôts et des frais de notaire exorbitants. C'est juste une formalité, maman, m'a-t-il répété, en guidant doucement ma main vers la ligne de signature en bas de la page. On met juste la maison dans une structure, une petite société, pour qu'on puisse la gérer pour toi. Rien ne changera, je te le promets. Je lui faisais confiance. Comment ne pas faire confiance à son propre fils? C'était mon Julien, mon enfant. J'ai signé là où il m'a montré. Ma vue était brouillée par les médicaments, mon esprit n'était qu'un enchevêtrement de confusion. Je n'ai pas vraiment réfléchi à son commentaire à ce moment-là, mais cela s'est avéré être la clé de tout son plan. Il avait raison, quelque chose avait changé. Radicalement, il n'allait pas gérer la maison pour moi. Il était en train de me l'apprendre. Le fond du gouffre, le point le plus bas de ma vie, je l'ai atteint. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée à vivre dans une petite chambre stérile impersonnelle à la résidence La Douce Quiétude. Un nom bien ironique, cet endroit ressemblait plus à une prison bien tenue qu'à une maison. Le personnel toujours pressé était condescendant, me traitant comme une enfant qui n'avait plus toute sa tête. Les autres résidents, ils semblaient aussi perdus, aussi sédatés que moi. Julien m'avait pris mes clés de voiture, pour ma propre sécurité, bien sûr. Et mon téléphone portable, mon seul lien avec l'extérieur, avait été remplacé par un modèle simplifié pour seniors, avec seulement 3 gros boutons préprogrammés, le sien, celui de Sophie et l'accueil de la résidence. J'étais complètement isolée, coupée du monde. La première fois que j'ai essayé de poser des questions sur la maison, Julien a été évasif. « Ne t'inquiète pas pour ça, maman. On s'en occupe, tout va bien. » La deuxième fois, quelques jours plus tard, sa voix s'est faite plus dure. Il s'est agacé. « Écoute, maman, c'est Sophie qui gère la vente. On a eu une offre formidable inespérée. L'argent servira à payer tes soins ici. Ça coûte une fortune, tu sais. » Le mot. Le mot « vente ». Il m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. La vente. Il ne se contentait pas de gérer ma maison. Il l'avait vendue, la maison qu'Henri avait construite, notre héritage. Le désespoir à ce moment-là était une couverture suffocante. Je me sentais totalement impuissante, vide, victime de la cupidité sans fond de mon propre fils et de mon incroyable naïveté. J'avais l'impression d'avoir trahi Henri, de m'être trahi moi-même. Pendant des jours, je suis restée assise près de la fenêtre de ma petite chambre, à regarder le monde, continuer sans moi convaincue que mon histoire s'arrêtait là dans cette pièce anonyme. Le tournant n'a pas été une explosion soudaine de défis, non. Ce fut une colère sourde, silencieuse qui a commencé à gronder et à brûler lentement à travers le brouillard de mes médicaments. Tout a commencé ironiquement par ce téléphone à 3 boutons. J'ai appelé Julien, mais c'est Sophie qui a décroché. Elle a été brève, impatiente, presque agressive. « Franchement, Marguerite, vous appelez toujours au plus mauvais moment. Julien est dans une réunion très très importante. » Et puis en arrière-plan, je l'ai entendue parler à quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas dû bien raccrocher. Sa voix, pleine d'un mépris que je ne lui connaissais pas ou que je n'avais pas voulu voir. Ah, c'est encore sa mère. Oui, elle demande encore pour la maison. Je sais, c'est un disque rayé. Elle est fatigante. Sa cruauté, ce mépris à peine voilé, cela a été comme une gifle d'eau glacée en plein visage. J'ai compris à cet instant. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il ne s'agissait pas de ma sécurité. Il s'agissait de leur confort à eux, de leur argent.
Cette nuit-là, quand l'infirmière est passée avec le petit gobelet en plastique, j'ai fait semblant de prendre mon médicament. Mais j'ai gardé le comprimé dans la paume de ma main. Dès qu'elle a eu le dos tourné, je l'ai jeté dans les toilettes et j'ai tiré la chasse d'eau. J'ai fait la même chose le lendemain. Et le surlendemain. Lentement, douloureusement, comme si je sortais d'une longue maladie, le brouillard a commencé à se dissiper. Et avec la clarté est venue la rage, une rage terrifiante mais qui m'a donné une force que je ne pensais plus avoir. Il m'avait sous-estimée, terriblement. Ils voyaient en moi une vieille femme frêle confuse déjà à moitié partie. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié que j'étais la femme qui avait aidé Henri à bâtir cette maison poutre par poutre, celle qui avait géré les finances de la famille au centime près pendant 50 ans, celle qui avait élevé l'homme même qui était en train de la trahir. J'avais besoin d'aide, mais je ne pouvais pas appeler la police. Qu'est-ce que j'allais leur dire que mon fils m'avait piégée? C'était ma signature, mon nom en bas de ces maudits papiers. Il me fallait une alliée, quelqu'un qui connaissait Julien, ses failles, ses faiblesses, quelqu'un qui n'était pas sous son emprise ni sous celle de Sophie. Et puis j'ai pensé à Claire, mon ancienne belle-fille, la première femme de Julien. Il l'avait quittée pour Sophie 10 ans plus tôt. Un divorce houleux, terrible, qui avait fracturé notre famille. Mais Claire et moi, nous étions restés en termes prudemment amicaux. Surtout pour le bien de mon petit-fils Léo. Claire connaissait Julien mieux que personne, son ambition dévorante, sa faiblesse, sa totale vulnérabilité à l'influence de Sophie. C'était risqué, c'était un pari fou, ce n'était pas son combat après tout. S'impliquer là-dedans allait être une complication énorme dans sa vie, mais c'était mon seul espoir. Je suis descendue dans le hall de la résidence. J'ai utilisé le téléphone commun, celui près de l'accueil. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais peur que la réceptionniste l'entende. C'était un mélange de peur panique et de détermination froide. Quand Claire a décroché, je n'ai pas perdu une seconde. « Claire », ai-je dit, ma voix tremblant un peu, mais Claire, c'est Marguerite, j'ai besoin de ton aide. Julien est en train de vendre ma maison. Obtenir l'aide de Claire n'a pas été facile. Sa première réaction a été une profonde lassitude, une résignation que je comprenais. « Marguerite, je suis tellement, tellement désolée pour vous. Mais que voulez-vous que je fasse? Vous savez comment est Julien, surtout quand Sophie lui a mis une idée pareille en tête. Elle n'avait aucune envie de replonger dans ce drame familial. C'était une mère célibataire travaillant à plein temps et sa vie était déjà bien assez compliquée comme ça. Mais j'avais un atout dans ma manche, le seul qui comptait, Léo. Oh, il vend l'héritage de Léo Claire, ai-je dit, ma voix soudainement ferme. La maison qu'Henri a construite, la maison dont nous avions toujours dit tous les deux qu'elle serait pour notre petit-fils un jour. Julien est en train de voler l'avenir de son propre fils, pour l'argent, pour elle. Ça a touché une corde sensible. La loyauté de Claire, sa seule et unique loyauté, allait à son enfant. L'idée que Sophie, la femme pour qui son mari l'avait quittée, puisse profiter de ce qui aurait dû être l'héritage de son fils, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter. Il y eut un long silence. « Ah ça, d'accord, Marguerite », a-t-elle dit enfin. Sa voix était sans état était maintenant tranchante avec cette colère familière, cette force que je n'avais pas entendue depuis des années. D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire? Claire est devenue ma bouée de sauvetage, ma ligne de vie vers le monde extérieur. Dès le lendemain, elle est venue me voir et m'a glissé en cachette un vrai téléphone. Un téléphone prépayé comme elle disait. Et elle m'a aidé à trouver une avocate. Une jeune femme maître Duval, qui avait la réputation d'être une vraie combattante spécialisée dans les cas d'abus de faiblesse sur personnes âgées. Lors de notre premier rendez-vous dans le parloir de la résidence maître Duval a été directe. Elle n'a pas mâché ses mots. « Votre signature est sur un acte de cession, Marguerite. C'est un document légal et il est solide. Notre meilleur espoir, pour ne pas dire le seul, est de prouver que vous n'étiez pas saine d'esprit lorsque vous l'avez signé, ou que votre consentement a été vicié, qu'il y a eu contrainte manipulation. » La bataille sur Meg qui s'en est suivie a été lente, épuisante. C'était une guerre de tranchées, une guerre menée à coups de paperasse, de requêtes juridiques, de mises en demeure. Julien et Sophie avaient une longueur d'avance considérable. Ils avaient tous les documents officiels. Nous, de notre côté, nous n'avions que mon témoignage. Et une pile grandissante de factures d'avocats qui épuisaient à vue d'œil mes économies.
La première action de maître Duval a été d'exiger mon dossier médical complet. Et là, elle a trouvé la première faille. Elle a découvert que le nouveau médecin que Julien m'avait trouvé avait dès la première consultation triplé ma dose habituelle d'anxiolytiques. Un niveau bien au-delà de ce qui est médicalement recommandé pour une femme de mon âge et de ma condition physique. C'était une preuve cruciale, le premier signe tangible de manipulation délibérée. Et puis un jour, l'avocate m'a posé une question qui m'a semblé complètement hors de propos. Elle m'a demandé de lui parler de la vieille chaudière au fioul qu'Henri avait dû remplacer en 2012. C'était si loin. Mais c'est cette question, cette simple question qui allait tout faire basculer pour mon fils. Je me suis souvenu qu'Henri s'était plaint amèrement du coup. C'était une dépense imprévue. Il avait dû emprunter une petite somme à son frère, mon beau-frère Michel, pour couvrir la facture en utilisant la maison comme garantie. Une hypothèque, s'est presque exclamé maître Duval, ses yeux s'illuminant soudainement. Il a pris une garantie sur la maison. Oh, nous avons immédiatement contacté mon beau-frère Michel, qui vivait sa retraite tranquillement sur la Côte d'Azur. Il a fouillé dans ses vieux papiers et il a confirmé. L'hypothèque était de 20 000 euros. Une petite somme en comparaison de la valeur de la maison, mais juridiquement c'était capital. Henri l'avait remboursé bien sûr des années auparavant jusqu'au dernier centime. Mais la paperasse pour lever officiellement l'hypothèque, ce qu'on appelle la main levée, n'avait jamais été enregistrée chez le notaire. Légalement, Michel était toujours titulaire d'une garantie sur la propriété. Cela compliquait absolument tout pour Julien. Il ne pouvait pas fournir un titre de propriété propre libre de toute charge aux nouveaux acheteurs avec une hypothèque toujours en cours. La vente. La vente était bloquée. Julien était furieux, fou de rage. Il m'a appelé à la résidence et cette fois, il n'y avait plus de voix douce, plus de patience forcée. Sa voix n'était qu'un murmure venimeux plein de haine. « Qu'est-ce que tu as fait, maman? Mais qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu joues? Tu es en train de tout gâcher. » Pour la toute première fois de ma vie, j'ai entendu de la panique dans la voix de mon fils. L'homme suave raisonnable qui savait tout avait disparu. Il était remplacé par un animal acculé, désespéré. « Je ne fais rien, Julien, lui ai-je répondu calmement, et ma propre tranquillité m'a surprise. Je protège ce qui est à moi, ce que ton père et moi avons construit. Le combat n'était pas seulement juridique, il était émotionnel, et il me faisait peur. Certains jours, le poids de ce que j'étais en train de faire, poursuivre mon propre fils en justice, me semblait insupportable. J'ai eu des moments d'amertume profonde, l'envie de lui faire du mal autant qu'il m'en avait fait. Et puis je pensais à Henri, je pensais à l'amour que nous avions mis dans chaque pierre de cette maison. Et je savais que je ne pouvais pas abandonner. La résolution de cette histoire n'a pas été une victoire triomphale au tribunal. Il n'y a pas eu de scène dramatique où le juge frappe de son marteau en déclarant la justice. La vraie vie est souvent plus compliquée, plus grise que cela. La vente en cours s'est tout simplement effondrée. Elle n'a pas résisté au poids des contestations judiciaires et de ce titre de propriété soudainement incertain. Les acheteurs, un jeune couple ne voulant pas attendre des mois, voire des années que cette affaire de famille sordide soit réglée, se sont tout simplement retirés de la vente. Julien et Sophie se retrouvant soudainement confrontés à leurs propres frais d'avocat qui devenaient astronomiques et à la perspective bien réelle d'une longue et sale bataille judiciaire qu'ils risquaient fort de perdre, ont finalement accepté un accord. Une médiation. C'était un compromis, pas une victoire totale. J'ai récupéré ma maison. L'acte de cession frauduleux a été annulé. Mais cela a eu un coût exorbitant. La bataille juridique avait vidé la quasi-totalité de mes économies. Le pécule qu'Henri et moi avions si soigneusement, si patiemment constitué pendant 50 ans de travail. J'ai dû contracter un prêt viager hypothécaire, juste pour couvrir les frais de justice et pour pouvoir continuer à vivre décemment chez moi. La victoire avait le goût des cendres. Elle est venue avec des cicatrices qui ne guériront jamais. La famille est brisée, fracturée de façon permanente. Je ne parle plus à mon fils. La douleur de cela, c'est une crampe sourde constante juste là dans ma poitrine. Je vois Léo, mon petit-fils, mais les visites sont tendues. Elles sont supervisées par Claire qui sert de tampon de bouclier entre les blessures à vif de sa famille. Julien et Sophie sont toujours ensemble à ce que je sache.
Bien que Claire m'ait dit à demi-mot que leurs finances sont en ruine après l'échec de la vente et les frais de justice qu'ils ont dû payer, je n'éprouve aucune satisfaction à le savoir. Aucune. Seulement une insondable tristesse pour l'homme que mon fils est devenu. Je vis à nouveau dans ma maison. L'horloge comptoise qu'un ami de la famille a gentiment réparée a repris son tic-tac. C'est un battement de cœur régulier réconfortant dans les couloirs devenus si silencieux. Mais le silence est différent maintenant. C'est le calme de la solitude choisi, pas le vide de l'abandon. J'ai gagné la bataille pour ma maison. Mais le traumatisme émotionnel, la confiance brisée, ont laissé des cicatrices indélébiles. Je passe mes journées dans le jardin qu'Henri avait planté. Je trouve du réconfort dans la terre, dans le cycle immuable de la croissance et du renouveau. J'ai appris une terrible leçon. J'ai appris que la vulnérabilité ne vient pas toujours de l'âge ou de la faiblesse. Parfois, elle vient de l'amour, de la confiance absolue que l'on donne à ceux qu'on aime le plus. Et j'ai appris autre chose. J'ai appris que la force, la vraie force, ce n'est pas de n'avoir jamais peur, c'est d'être terrifié au plus profond de soi et de se battre quand même. Parce que ce pourquoi vous vous battez, votre dignité, votre histoire, votre foyer, vaut bien plus que votre peur. Partager cette histoire avec vous n'a pas été facile, mais je le fais dans l'espoir que peut-être cela puisse donner à quelqu'un d'autre le courage de parler, le courage de se défendre. Si jamais vous vous êtes senti trahi ou si vous avez l'impression que personne ne vous écoute, s'il vous plaît, sachez que vous n'êtes pas seul. Partagez votre propre force, vos propres histoires dans les commentaires. Et abonnez-vous si vous pensez que ces histoires ont besoin d'être racontées. Merci de m'avoir écouté.